TVT au cœur de l'information. Madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, est en tournée nationale de sensibilisation. À Sokodé, elle a rencontré les associations de femmes et leaders communautaires pour échanger autour des droits successoraux du conjoint survivant et des orphelins. On en parlera dans ce journal. Le mois d'octobre, on le sait, est internationalement rose sur le cancer du sein. Donc, on attire l'attention. Et au Togo, au fil des années, de plus en plus d'associations animent des événements autour de la thématique du cancer du sein. On parlera d'événements animés samedi par 2 associations à Lomé. Et puis, le Togo et spécialement la ville de Dapaon a accueilli ce dimanche la 3e étape du 32e tour cycliste du Faso. 3e étape qui est sponsorisée par le port autonome de Lomé et remportée par le cycliste rwandais Mugisha Moïse. Nous en parlerons vers la fin de ce journal. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a achevé la 5e revue des résultats économiques obtenus par le Togo. C'est dans le cadre d'un programme appuyé par un accord au titre de la facilité élargie de crédit. L'achèvement de la revue permet de décaisser environ 34,6 millions de dollars au profit du Togo. Pour le FMI, la croissance économique du Togo devrait s'accélérer à 5,3% en cette année 2019. Le Fonds monétaire international déclare que les résultats obtenus par le Togo dans le cadre du programme appuyé par le FEC sont globalement satisfaisants. La reprise économique se confirme, les réformes structurelles avancent et l'assainissement budgétaire se poursuit. Et cette assistance sanitaire aux sinistrés des intempéries dans le Bas-Mounou et les lacs. Les ministres en charge de la sécurité et de l'action sociale étaient samedi sur le terrain avec vivre et non-vivre. C'est pour soulager les victimes qui venaient d'une vingtaine de villages. On fait le point avec Gérard Lagoudou. Après une première visite des membres du gouvernement dans les zones inondées pour évaluer les besoins des populations sinistrées et les soutenir à travers la mise en place des sites d'accueil, le gouvernement revient sur le terrain avec des vivres et non-vivres. Les dernières pluies diluviennes ont occasionné des inondations dans une dizaine de villages dans la préfecture du Bas-Mounou. Nous n'attendons pas à ça. Et pendant ces moments, on est souffrant et nous tenons à les remercier. Le gouvernement n'a pas tardé parce que ce n'est pas aussi facile comme ça qu'on ait des problèmes et que de façon prompte que le gouvernement puisse répondre. Nous disons merci infiniment au gouvernement pour le temps record qu'il a mis pour nous répondre. Les membres du gouvernement ont transmis la compassion du chef de l'État, du Premier ministre, de l'ensemble du gouvernement et du peuple togolais aux victimes de ces catastrophes. Ce n'est pas aussi facile lorsque du jour au lendemain on perd presque tout. Nous avons aussi dit à nos compatriotes que c'est un effet naturel. Donc en plus de ce message de compassion, nous avons demandé d'essayer de respecter les consignes qui sont données par les services techniques comme la Croix-Rouge, la santé, l'assainissement, pour qu'à l'issue de ce passage de l'eau, qu'il n'y ait pas d'autres événements malheureux comme des épidémies. Jusqu'à présent, ça se passe très bien. Ceux qui sont dans les tentes, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont restés dans les maisons également. Je voudrais quand même préciser, à notre arrivée, nous avons appris qu'au temps chaud de cette inondation, il y a un enfant qui a trouvé la mort. Nous adressons à cette famille les condoléances du président de la République, les condoléances du gouvernement. Et le gouvernement va essayer de réagir pour apporter une réponse de soulagement à cette famille et aux autres éventuellement. Ces kits sont destinés à plus de 1200 personnes sinistrées dans le Bas-Mounou. Après la remise symbolique, 16 villages sont regroupés dans 4 localités pour en bénéficier. La distribution a eu lieu dans les villages d'Agomeglozo, Batonou, Agbetika et Ativé.
Tout comme dans le Bamounou, cette opération d'assistance s'est déroulée simultanément dans les lacs. On est sur place et le gouvernement a apporté secours à nous. C'est une grande joie qui m'anime d'avoir toutes ces choses ici. On ne peut que remercier sincèrement du fond du cœur le gouvernement qui a sa tête le président de la République, son Excellence qui a entendu les cris de nos populations et n'a ménagé aucun effort pour leur venir en aide et pour le soutien qu'il leur apporte. Ce qui porte à 2028 l'effectif total des bénéficiaires de ces kits dans les deux préfectures, Bamounou et Lac. Et on se rend à Sokodé. La Commission nationale des droits de l'homme est en tournée de sensibilisation. Dans cette ville, elle a rencontré les associations de femmes et les leaders communautaires pour des échanges. Les échanges tournaient autour des droits successoraux du conjoint survivant et des orphelins. Désiré Aloy pour le compte-rendu. Des associations de femmes, de leaders communautaires, de Tchaoudjo, de Tchamba et d'Assoli avec la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, en toile de fond, discuter d'un aspect du code des personnes et de la famille. Il s'agit des droits successoraux du conjoint survivant et les orphelins. Aspect qui, dans les ménages, fait couler beaucoup de salive et d'encre. Il est question pour la CNDH, dans une approche holistique des droits de l'homme, de s'occuper aussi des questions relatives aux droits de la femme, de l'enfant et des autres groupes spécifiques. Ici, à Sokodé, les groupes cibles s'imprègnent des dispositions du code. Notre objectif, c'est de faire connaître la dévolution successorale, c'est-à-dire ce que le code prévoit par rapport aux répartitions des biens lorsque un des conjoints est décédé au profit du conjoint survivant et des orphelins. Pour cette fois-ci, nous nous sommes associés les compétences de la Caisse nationale de sécurité et de la Caisse des retraites du Togo, parce que nous avons constaté que même si les gens connaissent leurs droits, les formalités à remplir sont souvent ignorées. Et parfois, les gens sont obligés de faire recours à des démarcheurs pour pouvoir rentrer dans leurs droits. Et ces démarcheurs-là les dépouillent également de leurs biens. Et donc, nous avons voulu que les gens, au-delà des droits qui leur sont reconnus par la loi, qu'ils puissent savoir aussi, quand ils sont dans ces situations-là, à quelle porte il faut taper, quelles sont les formalités qu'on doit remplir pour pouvoir bénéficier de leurs droits. Rencontre perçue comme un éveil de conscience pour permettre à la veuve, au veuf ou à l'orphelin de jouir de ses droits. Cet atelier est en train de révéler les choses qui vont nous protéger, nous les femmes. Aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre comment formuler les pièces pour pouvoir bénéficier de nos droits. Donc vraiment, ce que CNDH est en train de faire ce matin, dans nos localités ici, là, vraiment, nous les femmes, nous sommes très ravis, nous sommes très contentes. 5 villes, à savoir Lomé, Vaughan, Thone, Sokodé et Dapaon, seront sillonnées durant cette phase de sensibilisation. Sensibilisation relative aux droits successoraux. Offrir la ressource humaine qualifiée pour réussir la décentralisation au Togo. L'Université de Kara travaille sur un master professionnel, un master en aménagement du territoire et du développement régional. L'offre de formation est en étude à Ngotchen. On voit cela avec Sylvain Aboudou. L'Université de Kara envisage pour le compte de la rentrée universitaire 2019-2020 l'ouverture d'une offre de formation. Il s'agit du master professionnel en aménagement du territoire et du développement régional. L'Université de Kara a opté former ses ressources humaines dans la dynamique de mieux accompagner le processus de décentralisation et de communalisation pour une meilleure planification du territoire et surtout pour une meilleure mise en œuvre et application de la politique d'aménagement du territoire au Togo. Pour sa concrétisation, les professionnels en la matière analysent de façon approfondie l'offre pour l'adapter aux besoins réels du marché. L'Université de Kara a fait le choix de professionnaliser cette offre de formation pour répondre aux besoins du marché. Parce que de plus en plus, nos étudiants qui sortent ont des problèmes à s'insérer dans le marché du travail. Et c'est pourquoi on a opté pour cette formation
qui répond en même temps aux besoins nationaux, qui s'inscrit dans la vision globale de la décentralisation, du plan de développement. C'est une grande vision qui nécessite des compétences. Donc c'est pourquoi l'université aussi a anticipé en mettant en place cette formation qui permettra de combler le déficit en matière de compétences qui vont aménager le territoire, parce que l'aménagement du territoire est une science qui a besoin de compétences pour mettre en place des politiques, des schémas d'aménagement, des plans d'aménagement pour pouvoir accompagner l'État. Selon ces professionnels, quand on parle d'aménagement du territoire, ce sont des outils qu'il faut cerner, des logiciels qu'il faut maîtriser. Ce qui nécessite cette formation pour fournir des ressources humaines de qualité capables de combler le déficit en matière de compétences dans le secteur. Les ressources qui vont être formées seront très utiles en matière d'abord de planification territoriale et d'aménagement. Les compétences auront les aptitudes, par exemple, à élaborer des schémas d'aménagement et de développement des territoires. Elles auront la compétence de pouvoir initier comment valoriser une aire territoriale, comment faire un diagnostic territorial, comment mettre en place un plan de développement. Donc autant de compétences. Cette offre de formation entend donc répondre à la politique d'aménagement du territoire en ce qui concerne le développement économique. Tout ceci pour mieux répondre aux besoins réels liés aux collectivités locales. Et parlons d'un secteur qui alimente plutôt bien l'économie nationale, c'est le secteur des mines. Une étude révèle et estime plutôt la production des mines de petite taille au Togo à 18 milliards de francs CFA en mars de cette année. L'activité emploie par ailleurs plus de 10 000 personnes. On va retrouver Saharou Ourotou et Antoinette Roman-Vovor pour plus de détails sur le rapport de cette étude qui a été présentée jeudi à Lomé. Selon une étude menée par l'INSED dans le cadre du projet de développement et de gouvernance minière, la production totale des mines de petite taille au Togo est estimée à 18 milliards de francs CFA en 2019. Cette production des mines artisanales, notamment le sable, le gravier, l'or, l'argile, le marbre, la latérite, représente une part non négligeable dans le développement économique du Togo. À ce titre, elle contribue au PIB national. Le rapport de l'enquête menée est ainsi présenté aux différents acteurs du secteur pour validation. Plusieurs recommandations ont été faites, notamment en ce qui concerne au fait, la surveillance ou si vous voulez l'encadrement au fait, de cette activité-là. C'est une activité au fait, qui a aussi des impacts sur l'environnement. En ce qui concerne au fait, la manière dont ces unités d'exploitation traitent les déchets. Le secteur de l'EMAPE contribue énormément dans le PIB. Dans le côté emploi, va jusqu'à 10 000 emplois qui sont fournis dans le secteur de l'EMAPE. Les résultats de l'étude ont permis d'identifier 1621 unités économiques d'exploitation des mines de petite taille sur toute l'étendue du territoire. Il s'agit à travers ce projet de relever le défi de la gouvernance, d'améliorer la transparence et la redevabilité du secteur extractif au Togo. Et un autre projet, c'est le projet d'amélioration durable et intégrer des conditions de vie des détenus au Togo qui est à son terme. Après 21 mois d'exécution, le consortium d'acteurs qu'il a piloté évalue les actions menées dans 12 prisons du Togo. Qu'est-ce qu'il en ressort concrètement? Voyons cela avec Yata Aratem. 12 prisons civiles sur les 13 que compte le Togo ont bénéficié de l'accompagnement du consortium DAV, Copapto et Congat ICB dans la mise en œuvre du projet d'amélioration durable et intégrée des conditions de vie des détenus au Togo. À cette rencontre de Palimé, l'heure est au bilan entre acteurs et bailleurs. Le consortium a eu à faire les travaux d'assainissement dans les prisons. Tout détenu dans toutes les prisons du Togo a un carnet médical avec des dispositions prises pour les transferts dans les hôpitaux ou dans les centres de santé à la charge du consortium dans le cadre de cette subvention. Il y a eu 2 boulangeries qui sont installées dans la prison civile de Lomé et l'autre à la prison civile d'Atakwame. Les 2 boulangeries produisent des pains enrichis qui sont distribués 3 fois par semaine aux détenus. Et dans les autres prisons du ressort de ce consortium, et on produit la bouillie enrichie qui est livrée aux détenus.
là aussi 3 fois par semaine. C'est là un engagement du gouvernement togolais à améliorer sensiblement les conditions de vie des personnes en conflit avec la loi. Après 21 mois d'exécution du projet, les bénéficiaires s'expriment. Aujourd'hui, l'état des prisons n'est pas comme avant ce projet-là. Donc il y a des améliorations dans la plupart des prisons, il y a eu des changements et donc nous pouvons quand même nous réjouir de ce que le consortium a apporté un plus quand même au quotidien des détenus de notre pays. Le projet Padik Vidé touche toutes les prisons du Togo et la problématique des personnes en conflit avec la loi, groupes vulnérables, s'inscrit dans l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici à 2030. Mais déjà, les regards sont tournés vers l'après-Padik Vidé. C'était la fin hier samedi des activités du Salon africain du bâtiment. Pendant 6 jours, les exposants venus du Togo et d'ailleurs, notamment de Tunisie et du Niger, ont échangé et noué des relations pour le bien-être du secteur du bâtiment en Afrique. Les uns et les autres repartent satisfaits d'Afribat. C'était la 2e édition. Compte rendu, Komou Poyodé. Rencontre d'exposition avec pour souci de promouvoir les produits innovants et les services relevant du secteur du bâtiment. Le Salon africain du bâtiment Afribat de Lomé, c'est aussi une occasion de partenariat et d'échange d'expériences. Pendant 6 jours, exposants togolais et étrangers ont sympathisé. Ils ont œuvré harmonieusement pour faire de cette édition un vrai souvenir. On a premièrement aimé votre pays. Ça, dès notre arrivée à Lomé. Au niveau des affaires, là, les opérateurs économiques, je viens d'annoncer qu'il y aura aussi des contacts réels. Maintenant, le secteur de bâtiment, comme en Tunisie, là aussi au Togo, ça peut se développer. Des rêves peuvent être réalisés. Donc là, ça va être plutôt une première et ça ne sera pas la dernière. Les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, initiateurs de cette rencontre, se sont félicités de l'esprit de collaboration et de partage qui a prévalu. Selon eux, l'événement a connu un succès. Ce salon a connu un succès de par le nombre de visiteurs que nous avons accueillis à ce salon, qui sont au nombre à plus de 700 visiteurs pendant ces 6 jours. Donc je considère, au nom de la Chambre de commerce et d'industrie, que cette première édition est une réussite. Et pour y ajouter, je pourrais dire que c'est une première, mais ce ne sera pas la dernière. Un certain nombre d'accords et de partenariats ont été signés entre les partenaires tunisiens et togolais. C'est également l'occasion de lancer officiellement la grande quinzaine commerciale, la 35e du genre, qui va se dérouler du 15 au 31 décembre prochain. Une foire commerciale pour permettre aux petites entreprises et aux commerçants d'écouler leurs marchandises invendues. Cette année encore, elle se déroulera simultanément sur 3 sites, à savoir Centreville, Adétikopé et Baguida. La ministre en charge de la ville, de l'urbanisme, a échangé avec les cadres UNIR de Tchaoudjo. Un entretien sur la salubrité publique et l'occasion était belle pour les cadres UNIR de la préfecture d'appeler à la mobilisation des sages pour soutenir la politique du chef de l'État. On parle de cela avec Désiré Aloy. Le parti Union pour la République UNIR travaille à l'inclusion de toutes les couches sociales du pays, jeunes, femmes et vieux ensemble, pour bâtir le pays dans la paix. Les sages UNIR de Tchaoudjo et d'autres populations face à Madame la ministre Koko Ayeva, en charge de la ville, de l'urbanisme, de l'habitat et de la salubrité publique. Une rencontre d'échange sur la contribution de tous à la salubrité publique afin de rendre la préfecture de Tchaoudjo plus belle. Un exemple à dupliquer. Au travers des sages, Madame la ministre, accompagnée des premiers responsables des services techniques du ministère, convie les uns et les autres à s'inspirer des conseils des sages pour vivre dans un environnement propre. Elles sont des personnes influentes, qu'elles soient dans les chambres, dans les maisons ou qui traversent de temps en temps les rues pour aller dire bonjour aux voisins. Elles ont toujours un œil sur ce qu'est la propriété, parce que la propriété, enfin, c'est la santé. Quand on a une maison propre, un environnement propre, les gens iraient moins à l'hôpital. Parce que ces personnes ont prôné la propreté
prôner la salubrité publique, qu'elles sont encore en vie. Et on ne peut que nous approcher de ces personnes pour avoir leurs conseils et voir comment elles vivent pour les copier positivement. Rencontre de sensibilisation, occasion aussi pour la ministre Coco Ayeva, au nom des cadres unis de Tchaoudjo, d'appeler à la mobilisation permanente des sages, cette force autour des idéaux du Parti Unir et soutenir le chef de l'État dans sa politique de paix et des grands travaux. La mobilisation, comme vous l'avez vu, elle est totale. Elle est effective et tout le monde partant pour que 2020 soit bien sûr une année de gloire, une année de succès pour la politique que prône notre président, son Excellence, M. Essozim Nafor Gnassingbé. Par rapport à tout ça, c'est quoi? On s'est dit quoi? La frange de population que forment les dignitaires et les sages, c'est la frange de population, on peut le dire, invisible, mais efficace et influente. Et il faut aller vers cette population, cette frange de population pour partager notre vision et surtout écouter leurs conseils. Parce que sans eux, tout est voué à l'échec. Partout où on veut aller, quand on entre voir notre papa pour lui dire « Bonjour papa, je suis en train d'aller à tel endroit », s'il vous bénit, vous arriverez, vous gagnerez. Les sages, fortement mobilisés, apprécient l'entretien avec la ministre. Les sages, nous sommes soudés pour soutenir le président dans son plan de développement. Le sujet qu'on vient de traiter fait partie du passion du président pour la réussite du plan de développement. Notre ville est une grande ville et on a besoin qu'elle soit propre. C'est à ce travail que nous allons nous atteler, nous les sages, pour apprendre aux gens à être propres chez eux, à l'intérieur de leur maison, devant leur maison et dans la ville. Jeunes, femmes, hommes et vieux toujours mobilisés pour la réussite du plan national de développement 18-22. Un ambitieux programme du président de la République, programme qui, dans son axe 3, va matérialiser plus de 20 000 logements sociaux au bénéfice des populations, entre autres exemples. Politique encore, et à Lomé samedi, c'était le congrès de la convergence patriotique panafricaine. Orientation et redynamisation face aux enjeux de l'alternance. C'est autour de ce thème que les délégués venus donc de tout le pays ont réfléchi. Plusieurs mesures ont été prises à ce congrès pour donner une nouvelle vie au parti à quelques mois des prochaines élections présidentielles au Togo. Et Lucas y était pour la télévision togolaise. Voici son reportage. La convergence patriotique panafricaine CPP mobilise sa base face aux enjeux politiques de l'heure. Délégués et cadres du parti pensent les nouvelles orientations à entrevoir afin de redynamiser leur regroupement politique. Ce congrès extraordinaire est donc le creuset par excellence pour l'accomplissement de cet objectif. Nous organisons ce jour un congrès extraordinaire pour réfléchir d'abord aux positions du parti et préparer le parti à affronter aussi les enjeux futurs. Nous devons accepter que depuis un certain temps, les positions de la CPP sont de plus en plus difficiles à comprendre. C'est d'ailleurs le propre même du centrisme dans le monde entier. Mais nous espérons offrir au peuple togolais un parti qui continuera à se battre pour que l'essentiel de ce que nous demandons, une démocratie apaisée. À l'issue du congrès, un directoire a été mis en place. Il a pour mission d'asseoir les nouvelles bases du parti. Un directoire composé de 9 membres, tout juste pour une mission déterminée, établie sur 4 points. D'abord, convoquer d'ici 3 mois un congrès ordinaire, revisiter les tests de la CPP, définir un programme d'orientation et élire un nouveau bureau. Donc c'est la mission principale de ce directoire qui n'a pas à prendre de grandes décisions en tant que telle, qui a tout juste à remplir cette mission pour asseoir, sinon rasseoir notre parti, la CPP, sur l'échiquier politique togolais. La CPP veut redonner confiance à ses militants et sympathisants, selon les premiers responsables du parti.
Et pour y arriver, ils vont restructurer et renforcer les démembrements du parti sur l'échiquier national. Une campagne de réhabilitation des forages équipés de pompes à motricité humaine est en cours sur toute l'étendue du territoire national. Il vous souvient, elle a été lancée en septembre dernier dans la région des Savanes. Dans les régions Plateau, Central et Kara, le cérémonial de lancement vient d'être fait également. Plus de 1600 forages à motricité humaine en panne seront réparés pour le plus grand bonheur des populations. Nestor Mouzou nous en parle. Dans le programme d'appui aux populations vulnérables, un volet est consacré à l'eau. À travers ce volet, le PAPV a prévu de réhabiliter les forages à pompe à motricité humaine en souffrance dans tout le pays. Un inventaire des sites en panne a été donc fait. Suite à ce travail, l'unité de coordination du volet eau du PAPV a commencé l'opération de réhabilitation en 2017. La deuxième phase de cette opération a démarré en septembre dernier dans la région des Savanes. Elle est aujourd'hui étendue aux régions Plateau, Centrale et Kara. L'eau étant la vie, l'autorité a instruit à ce que toute la population puisse bénéficier de cette denrée vitale. Pour pouvoir réussir le projet de réhabilitation, une organisation est mise en place. Il y a une coordination nationale et les coordinations régionales. La coordination nationale est basée à Lomé, qui supervise l'ensemble des travaux, la commande des pompes, le recrutement des entreprises, la signature des contrats. Et maintenant, les coordinations régionales sont là pour suivre l'exécution des contrats tels que stipulés et voir comment les travaux évoluent sur le terrain. Il y a même les équipes de suivi que nous avons mis aussi en place qui vont se déplacer pour pouvoir veiller à ce que les travaux se fassent selon les dispositions préétablies. 232 dans les Savanes, 388 dans la Kara, 264 dans la Centrale, 460 dans la région des Plateaux et 295 dans la Maritime, soit 1639 forages à réhabiliter sur l'ensemble du territoire pour permettre aux populations rurales de disposer de l'eau potable et réduire le taux des maladies dues à la consommation de l'eau impropre. Les autres tuyaux seraient beaucoup plus gros que ce que nous avons actuellement. C'est les tuyaux PVC. Donc nous avons opté pour les tuyaux inox qui durent beaucoup plus longtemps et qui vont nous permettre d'avoir toujours de l'eau. Vous allez constater que ces tuyaux PVC sont de gros diamètre. Et quand vous voulez puiser de l'eau, difficilement ça arrive. Mais ces tuyaux inox sont de petit diamètre, ça fait amener de l'eau très rapidement. De l'eau potable à portée de main, un souci de moins pour les populations rurales. Les bénéficiaires des forages en réhabilitation sont heureux. Oui, nous remercions celui grâce à qui notre forage est réparé. Et celui-là, c'est le président Fort. Nous allons envoyer notre chef auprès du préfet pour que le préfet lui transmette la reconnaissance des populations d'Achambade. Merci au chef de l'État Fort Gnassingbé pour ce qu'il nous a fait ici à Komoniode. Quand le forage est tombé en panne, nous allions vers les rivières pour chercher de l'eau. Maintenant, nous n'aurons plus de difficultés. Que Dieu le bénisse. La première phase de 2017 a permis de réparer 1559 forages. En 2 ans, le PAPV va redonner vie à 3198 ouvrages. En lançant la deuxième phase du volet eau du programme d'appui aux populations vulnérables dans les différentes régions, la cellule de coordination a échangé avec les entreprises sélectionnées. L'exercice a consisté à leur donner des instructions sur les dispositions à prendre pour que les travaux qui seront réalisés se fassent dans les règles de l'art afin de garantir une longue vie aux ouvrages. Ces ouvrages à disposition de nos frères. La réduction donc, de la corvée d'eau, principalement réservée aux femmes. Parlons d'une autre préoccupation féminine également. Le mois d'octobre est rose internationalement. C'est pour attirer l'attention sur le cancer de sein et ses ravages sous certains cieux. Les chiffres parlent de 5000 nouveaux cas de la maladie chaque année au Togo. Et donc, au fil des années, de plus en plus d'acteurs et de structures se mobilisent de diverses manières autour de la thématique. L'association féminine Sabi Alafia, par exemple, promeut une bonne hygiène de vie et l'activité physique pour prévenir le cancer du sein et autres maladies. Et l'association Femmes sans cancer, elle, appelle au dépistage précoce. Et les deux structures ont animé leurs différents événements samedi à Lomé. Regardons dans ce compil de reportage.
Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer. À l'occasion, l'association Femmes sans cancer marque le coup. Une caravane a sillonné ici les artères de Kégué et le marché a permis de sensibiliser et informer les femmes sur les dangers, les symptômes et le traitement du cancer du sein. Le dépistage précoce permettra une prise en charge beaucoup moins chère, qui ne va pas fatiguer la dame avec tout le système de traitement. À Femmes sans cancer, nous ne parlons pas seulement de la palpation, mais l'auto-examen, qui est la combinaison de la palpation des seins, mais aussi l'observation. Les femmes doivent observer leurs seins à tout moment et les palper au moins une fois tous les mois. L'association Femmes sans cancer a placé cette édition sous le slogan « Le cancer du sein, on en guérit ». Une maladie que d'aucuns pensent que c'est une maladie mortelle. Et donc, Femmes sans cancer, à travers ces sensibilisations, fait véhiculer le message selon lequel on en guérit. On s'en sort du cancer du sein, mais à condition qu'on se prenne tôt. Des jeux tombola ont permis aux participantes de repartir avec des bons de consultation gynécologique et des t-shirts. Un concert a mis fin à cette deuxième édition de la campagne de lutte contre le cancer du sein. Grande ambiance ce matin sur le terrain du lycée d'Aguanivé. L'association Sabia Lafia, à travers cette campagne de Zumba, passe un message fort. Celui de la prévention du cancer du sein. Zumba Against Cancer, ça veut dire Zumba contre le cancer. C'est la dénomination que nous avons choisie pour mener nos activités dans le cadre d'Octobre Rose. Vous savez, Octobre Rose est le mois qui est consacré par la communauté internationale pour on va dire, accentuer la sensibilisation sur le cancer du sein. Dans le monde, chaque 53 minutes, une femme décède du cancer du sein. Donc il était important pour notre association qui croit que la femme étant le pilier de la famille peut agir sur le bien-être et l'harmonie de la famille à travers la santé de la femme. Nous avons constaté que les femmes, l'information ne les atteigne pas, donc elles ne sont pas souvent sensibilisées. Donc nous rentrons dans les marchés pour parler, comme nous sommes en octobre, parler du cancer du sein. Commencée depuis le début de ce mois d'octobre, cette campagne de danse sportive est passée par les marchés, les lieux de culte afin de rappeler aux femmes les dispositions préventives du cancer de sein. Le dépistage précoce de la maladie offre des meilleures chances de survie. C'était une première apothéose de Zumba et Against Cancer. La campagne se poursuit jusqu'à la grande apothéose à la fin de ce mois. La police nationale a mis la main sur 2 individus membres d'un réseau transfrontalier de vol. Ces 2 jeunes présumés malfrats ont été donc arrêtés le 22 octobre dernier. L'arrestation, celle-là, elle est consécutive à une autre la semaine dernière de 2 autres malfrats membres du même réseau. Et ce sont ceux-ci qui ont dénoncé les nouveaux arrêtés. Là. Ils ont été présentés à la presse vendredi. Yasmine Kojia. Encore 2 braqueurs dans les mailles de la police judiciaire DCPJ. Il s'agit des nommés Kokou Frédéric Eda, âgé de 20 ans, et Kofi Jean Mavor, 18 ans, tous de nationalité togolaise. Eda et Mavor sont tous 2 membres d'un vaste réseau de grand banditisme. La police les a appréhendés dans le quartier Adjidogomé le 22 octobre dernier, en train de commettre leur forfait. Le 22 octobre 2019, la police nationale a mis la main sur 2 individus, membres d'un réseau transfrontalier de vol. Ils ont avoué, ainsi que le confirment nos investigations, avoir volé plusieurs engins garés sans surveillance dans des domiciles. Et ils n'hésitent pas à faire usage d'armes en cas de nécessité. Une fois le vol commis, ils convoient les engins à leur receleur basé au Ghana. Notre équipe d'enquêteurs a réussi à identifier plusieurs victimes, dont les déclarations indiquent qu'ils leur ont volé des motos, des tricycles et un cargo qu'ils n'ont pas réussi à emporter. S'agissant de ce dernier cas, Mao Kofi Jean, au volant de ce cargo, a été contraint de l'abandonner suite à une panne. Quant à Momoni Chérif, sa présence ici dans les locaux de la police judiciaire a une autre raison.
Retirer la moto volée à son domicile dans la nuit du 9 au 10 octobre dernier. La moto a été retrouvée grâce à une patrouille de la police nationale. Moumouni exprime sa reconnaissance. J'ai retrouvé la moto aussi. Je remercie sincèrement la police et surtout tous les commissaires, la force de l'ordre. La direction centrale de la police judiciaire DCPJ exhorte une fois de plus la population à plus de vigilance et à la collaboration avec les forces de sécurité pour garantir un climat de paix au Togo. Agent de banque, c'est le titre de la toute nouvelle parution aux éditions Graines de Pensée. Gabriel Koum Dokodjo, cadre de banque, en est l'auteur. Une autobiographie qui nous emmène dans les méandres, bonheur et pièges du métier et du monde bancaire. Notre reporter Sonia Amenikpo était à la dédicace au sein de l'institution bancaire où travaille l'auteur. Voici son reportage. Un jeune demandeur d'emploi perdant tout espoir après de multiples demandes trouve enfin son embauche dans une banque. Travailleur et avide de réussite, il se retrouve sur la ferrure d'un chef d'agence rigoureux, efficace, qui devient par la suite son mentor. Avec lui, il apprend tout sur sa nouvelle vie. Et l'essentiel du message contenu dans le roman intitulé « Moi, agent de banque » de l'écrivain togolais Gabriel Koum Dokodjo. À travers ses écrits de plus d'une centaine de pages, l'auteur entend communiquer et partager avec la jeune génération du secteur bancaire certaines valeurs indispensables pour réussir sa carrière. Que moi-même, je suis agent de banque, je suis passionné par mon service, par mon activité, mon métier. Alors, je voudrais laisser quelque chose à la postérité, à la jeunesse. Tout ce qui est dans ce roman, c'est un conseil, des expériences que nous avons relatées pour instruire la postérité. Le message de servir avec honnêteté, de servir avec amour, avec fierté, en tant qu'agent de banque. Nous avons lu ces romans précédents et on a tenu à éditer celui-ci pour le mettre un peu en lumière, parce que c'est un écrivain talentueux. Le texte est bien écrit et surtout c'est pour nous une passerelle entre le monde profane, on va dire, et le monde de la banque, qui est un monde assez méconnu sur lequel beaucoup de gens fantasment sans vraiment le connaître. Dans cette œuvre, Gabriel Dokodjo aborde aussi l'univers de la banque dans lequel il évolue depuis plus d'une trentaine d'années. Un milieu où l'on trouve joie, crise, magouille et succès. Que c'est un ouvrage testimonial dans la mesure où témoigne qu'un travail bien fait, une conscience professionnelle est nécessairement couronnée de succès. Mais il y a également d'autres entrées qui permettent de voir que c'est un ouvrage apologétique, puisque cet ouvrage fait l'éloge de la banque, le métier de banque qui justement, on en donne une vision qui est différente de la vision que nous avons. Mais le troisième élément, c'est également un ouvrage initiatique ou pédagogique, puisque ça permet à nous autres justement de comprendre le mécanisme de fonctionnement de la banque, des relations entre la banque et son client. Gabriel Koum Dokodjo est un cadre de banque. Il est auteur de 7 autres romans dont Edi, Satiga, Naufrage d'un espoir, Procès du soldat, Noël dans un camp de réfugiés, Mémoire d'un trône et L'abîme des démunis. Le roman Moi, agent de banque est publié aux éditions Graines de Pensée. Avec Bouloutouri l'araignée, je vais te donner son adresse. Le Togo et spécialement la ville de Dapaon a accueilli ce dimanche matin la 3e étape du 32e Tour cycliste international du Faso. Cette 3e étape est sponsorisée par le port autonome de Lomé. Elle a été enlevée par le cycliste rwandais Mugisha Moïse. C'était en présence à Dapaon du ministre burkinabé des Sports et des Loisirs et des autorités politiques, administratives, militaires de la région togolaise des Savanes. Le compte rendu de la cérémonie qui a marqué l'arrivée de l'étape à Dapaon dans ce reportage de Chaznam Baga. La 3e étape du 32e Tour cycliste du Faso 2019 est enlevée par le Rwandais Mugisha Moïse. Longue de 145 km,
Elle est partie de la ville de Tankodogo au Burkina Faso pour chuter à Dapaon au Togo. C'est une étape sponsorisée par le port autonome de Lomé qui veut réaffirmer sa position de porte d'entrée naturelle des pays de l'Interland. Il est très content de gagner cette étape d'aujourd'hui. Et puis son objectif avec ses coéquipiers, c'est de garder le maillot jusqu'à la fin de la compétition, jusqu'à Ouagadougou. Le port autonome de Lomé est le port naturel du Burkina Faso. Et cette année, l'étape est venue à Dapaon. C'est le lieu de remercier les autorités sportives du Burkina Faso pour cet honneur qui a été fait à notre pays, le Togo, à travers donc les relations qui existent entre le Burkina Faso et le Togo. Ça a été une étape assez merveilleuse, vous avez vu, et nous nous en réjouissons. Avec cette victoire d'étape, le cycliste rwandais ravit également le maillot jaune, le maillot de la loterie nationale burkinabé, sponsor officiel du Tour du Faso, à l'Angolais Bruno César. Le maillot des points chauds Castelbia est enlevé par le cycliste burkinabé Bachirou Nikema. Un prix spécial est ici décerné aux plus hautes autorités togolaises pour leur contribution déterminante qui a permis la réussite de l'étape de Dapaon. Ce matin, nous avons assisté à un véritable succès. Alors, je dois également dire que son Excellence, le président Faure Gnassingbé, le ministre des Sports du Togo, le ministre de la Sécurité, tout le gouvernement entier se sont tous mobilisés et se sont impliqués donc au succès de cette étape. Je dois également tirer mon chapeau à la population de Dapaongo, qui n'a pas ménagé, en tout cas les efforts, pour être de la partie. C'est le sport qui a gagné, c'est l'intégration des peuples qui a gagné, et je dois tout simplement exprimer ma satisfaction pour avoir réussi cette étape, en tout cas qui est la troisième étape. Au nom de toute la population de la région des Savanes, je dis un grand merci à nos deux présidents, Roch-Marc Christian Kaboré et Faure Eswazimna Gnassingbé, qui ont compris que l'intégration africaine est une condition pour arriver au développement. Et comme nos deux pays sont tous deux engagés dans la lutte contre l'extrémisme violent, la visite du Tour du Faso chez nous vient dire que nous avons les mêmes défis devant nous et que nous devons ensemble travailler main dans la main pour relever ces grands défis sécuritaires et aller au développement. 87 cyclistes de 10 pays, dont le Togo, prennent part à ce 32e Tour du Faso. Débuté le 25 octobre, la fin est prévue pour le 3 novembre 2019 à Ouagadougou. De la petite reine, donc passons au ballon rond pour signaler rapidement que l'association sportive des chauffeurs de la COSA, battue lors du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue africaine des champions, se tourne désormais vers la Coupe CAF. Le club de la COSA a donc affronté en match de cadrage ce dimanche après-midi au stade de Kegué-Lomé et Enugu Rangers du Nigeria. Cette rencontre comptant pour le match aller s'est soldée sur un score victorieux pour la SCK de 2-1. Le match retour se dispute dimanche prochain au Nigeria où donc le champion en titre togolais tentera d'arracher sa qualification pour l'entrée en phase de poule de la Coupe CAF. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée en compagnie de nos programmes et une très belle semaine pour toutes et pour tous. À 22h30, vous serez servi par Yata Aratem. Au revoir et à très bientôt.